Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le plugin Lightspeed Cache. Donc ça c'est une extension WordPress, donc dédiée à WordPress, qui va vous permettre de mettre en cache certaines choses de votre site web, mais également d'optimiser, que ce soit des images, du style, du JavaScript, très facilement. Il faut juste comprendre comment fonctionne le plugin Lightspeed Cache et évidemment quelles sont les fonctionnalités. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je tenais à remercier encore une fois Hostinger qui est le partenaire de cette vidéo, qui le sera d'ailleurs sur pas mal de vidéos. Et du coup, pourquoi je vous parle de Hostinger en lien avec Lightspeed Cache? Tout simplement puisque le Hostinger propose l'installation au départ de Lightspeed Cache, quoi qu'il arrive sur tous les WordPress. Donc, je pouvais faire un lien assez rapide. D'ailleurs, si vous descendez un peu dans les différentes formules, vous voyez qu'ici, dans Accélération de WordPress, ils précisent bien qu'ils installent Lightspeed, qui est bien une extension pour WordPress. Alors, il propose trois formules, la formule Premium, Business et Cloud Startup. D'un point de vue fonctionnalité, je vous conseille la Premium ou la Business. Tout va dépendre du besoin en performance que vous allez avoir. Donc par exemple, sur une Premium et Business, vous allez pouvoir avoir 100 sites web avec 100 Go d'espace stockage pour le Premium et 200 pour le business. Donc n'hésitez pas, vraiment c'est les deux offres les plus avantageuses selon moi actuellement, tout simplement puisque niveau rapport qualité-prix par rapport à ce qu'on vous donne, sachant que vous avez en plus des noms de domaine gratuits, enfin pour chaque formule vous avez un nom de domaine gratuit, ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes une agence ou que vous avez plusieurs sites web à gérer avec qui demandent des performances et pas mal de stockage, alors là dans ce cas-là je vous conseillerais plutôt de partir sur Cloud Startup. La petite différence pour faire une jonction avec le plugin que je vous montre là, c'est que suivant si vous allez prendre Premium ou Business, vous allez avoir ce qu'on appelle un CDN. Ici, vous voyez que je n'ai pas de CDN qui est compris dans la version Premium, même si vous pouvez l'acheter par la suite, évidemment. Par contre, ici, le CDN est gratuit, il est intégré à la formule Business. Pourquoi c'est important? Je vous montrerai juste après. Par exemple, là, si vous prenez la formule Business, voilà, vous avez plusieurs possibilités en termes de périodicité. Moi, je vous conseille soit minimum 12 mois, un mois, ça vaut pas la peine. Par contre, là, vous allez avoir un nom de domaine gratuit et faire des sacrées économies. Par exemple, si je vais prendre sur un an, vous voyez qu'ici, ça va nous représenter moins de 80 € pour un hébergement business, ce qui veut dire de grosses performances avec un nom de domaine. Vous rajoutez à ça le code promo ACADEV, disponible dans la description. Bien sûr, passez par le lien dans la description, ça vous rajoutera de la réduction. Et ici, vous voyez que vous êtes à 70 € quasiment pour un hébergement business et un nom de domaine gratuit. Donc ça vaut vraiment le coup et je vous conseille fortement Hostinger, pas que parce que ce sont les partenaires de cette vidéo, mais parce que j'utilise moi-même Hostinger dans mes vidéos. Voilà, et dans mes business évidemment. On passe tout de suite au tableau de bord WordPress, puisque si on est là, c'est avant tout pour parler de Lightspeed Cache, et c'est pourquoi je vais vous présenter l'entièreté du plugin. Une fois qu'il est installé, vous pouvez également l'installer par vos propres moyens, hein, évidemment. Il faut savoir une chose, c'est que Lightspeed Cache a un partenariat direct avec Quick.cloud qui vous permet de créer des CDN rapidement et de pouvoir relier du coup votre site à un CDN externe. Je vous parlerai plus tard des CDN, ce sera plus simple. Ici, on a donc le tableau de bord qui, pour l'instant, est vide sur mon site web puisque je n'ai rien, je viens d'installer un thème simple, le thème de base, et je n'ai aucune page. Donc ici, vous avez un peu un récapitulatif de tout ce qui se passe sur votre site, à savoir les optimisations d'images, est-ce qu'il y a une file d'attente, est-ce qu'ils ont tous été optimisés ou non, l'optimisation de pages, donc là, est-ce que le CSS par exemple, le JavaScript, les formats des images, etc. sont bien optimisés, la bande passante. Là, par exemple, lorsque vous allez avoir un CDN, de voir est-ce que du coup la bande passante elle est bien libre, est-ce qu'elle n'est pas saturée. Et ensuite, le texte indicatif d'image de faible qualité, bon ça, on n'a pas forcément besoin d'en parler. Première chose à faire, c'est d'aller dans les pré-réglages pour comprendre ce qui est proposé. Vous avez par défaut, si vous ne voulez pas forcément vous intéresser aux différentes options de Lightspeed Cache, différents pré-réglages. Vous avez les fondamentaux avec juste le cache par défaut, un TTL plus élevé, donc le TTL c'est le time to live, ça veut dire combien de temps en fait les données vont être stockées dans le cache, et le cache navigateur. Basique, vous avez le cache mobile également, en plus de tout ce qu'il y a dans le fondamentaux, etc., etc. Donc vous voyez que tout est écrit, sauf que là dans cette vidéo, je ne vais pas juste vous montrer qu'il y a différentes formules de cache préconfigurées. Moi ce que je vous conseille, c'est de faire vous-même vos réglages suivant ce que vous avez besoin. L'avantage également avec Lightspeed Cache, c'est que si vous avez créé des réglages de cache sur un site et que vous créez un deuxième site, vous pouvez exporter vos réglages et les importer sur l'autre site pour vous éviter en fait toutes les manips de mise en cache des différentes choses, différents réglages que vous aurez fait au préalable. On va aller dans Général et là on a déjà deux choses, les réglages généraux et la personnalisation.
Déjà, ici, vous allez pouvoir activer ou non la mise à jour automatique du plugin. Moi, je vous conseille de laisser inactive. Alors, pourquoi? Tout le monde va vous dire de mettre active puisque on va dire, ça paraît logique. Non, finalement, lorsque vous avez développé, par exemple, vous, en tant que dev, des thèmes, il se peut qu'il y ait des petites incompatibilités. Donc, avant ça, je préfère vous dire de bien regarder et de vérifier qu'il n'y ait pas d'incompatibilité plutôt que les plugins se mettent à jour et ça vous crée des erreurs. Voilà. La clé domaine, j'en parlerai pas dans cette vidéo, mais c'est tout simplement relié à quick.cloud que je vous ai parlé juste avant, qui est en fait un CDN, enfin qui va vous permettre d'avoir des CDN efficaces pour vos sites web. Mais comme dit, si vous avez un hébergement business hostinger, vous avez déjà un CDN. Ensuite, le mode visiteur, l'optimisation visiteur, l'IP de serveur, etc. Pour ça, moi, je vous déconseille de toucher à tout ça, puisque c'est pas vraiment très utile, en tout cas pas pour ce qu'on va voir aujourd'hui. Ici, vous allez avoir pas mal de choses, hein, des IP, etc. Machin, bon, pas très utile. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est à partir d'ici, dans l'onglet Cache. Alors ici, déjà par défaut, lorsque vous installez, vous activez Lightspeed Cache, tout est en actif. Vous avez la mise en cache générale, vous avez la mise en cache pour les utilisateurs connectés. Par exemple, si vous donnez la possibilité à des clients de s'inscrire sur votre site ou lorsqu'ils font des achats, d'avoir un compte pour voir les mises à jour des commandes, par défaut, s'ils sont connectés, le cache sera activé. Donc ça, c'est utile, notamment pour le chargement de page, pour permettre aux utilisateurs d'aller plus vite. Les commentateurs, donc là, bon, ça, c'est pas très utile. Par contre, très utile lorsqu'on est développeur, et c'est l'avantage dans cette vidéo, puisque de toute façon, il y a une grosse communauté de devs qui regardent ma chaîne, évidemment, et je vous en remercie, c'est la mise en cache de l'API REST. Vous n'êtes pas sans savoir, et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, que WordPress propose une API REST vous permettant d'utiliser WordPress en tant que headless CMS, c'est-à-dire d'avoir WordPress pour la partie back-office et d'avoir du coup votre code, que ce soit en Next.js, en React, en HTML, CSS standard, etc. avec du JavaScript, d'avoir accès à l'API de votre WordPress pour récupérer les posts, pour récupérer les contenus, etc. Donc là, je vous conseille fortement de l'activer, puisqu'en général, l'API REST fait partie des fonctionnalités de WordPress qui le font quand même pas mal ralentir. Donc si vous ne le mettez pas en cache, ça risque de prendre du temps à aller chercher les différentes informations sur votre site. Vous avez ensuite la mise en cache de la page de connexion, à vous de voir si vous voulez activer ou non. Moi, en général, je laisse actif. Hein. Tout ça, en fait, tout ce qui est actif, je le laisse actif en général. Le cache mobile, là, pareil, à vous de voir si vous laissez inactif ou actif. En sachant que, et vous le précise ici, ça va modifier le fichier htaccess. Donc là, petite précision, puisque en général, le htaccess est très compliqué à comprendre pour les personnes qui n'ont pas de notion, notamment Nginx ou en Linux ou des choses comme ça. Et bien là, en fait, je vous déconseille de cocher cette chose-là, sauf si vous y connaissez. Ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo si ça vous intéresse vraiment, même si je ne suis pas sûr que ce soit le cœur de ce qu'on ait besoin sur cette chaîne. Ici, vous pouvez ensuite forcer la mise en cache de certaines URL. Bon, là, c'est rien de compliqué. De toute façon, tout est renseigné ici. Je vous apprends rien. On va remonter tout en haut et là on va déjà passer dans un truc un peu plus compliqué, c'est-à-dire les TTL. Je vous ai dit avant que TTL voulait dire time to live, c'est-à-dire la durée de vie finalement de votre cache pour certaines choses. Par exemple ici la durée de vie par défaut du cache public, c'est-à-dire ce que tout le monde voit, ici c'est d'une semaine. Pourquoi? Puisque 604 800 ça équivaut à 7 jours. 7 jours, puisque un jour vaut 86 400 secondes, bah du coup en fait tout ça, ça représente tout simplement une semaine. Donc là, par exemple, si vous laissez par défaut votre site et que vous ne mettez pas en cache, bah, tout ce qui est style.css, JavaScript, images, etc. seront mis en cache pendant une semaine, sauf si vous changez cette valeur. Ici, on a le cache privé. Donc là, par contre, ce sont pour les pages qui sont privées. Donc évidemment, moi, je vous déconseille de le mettre, hein, de le changer. Il est déjà à 30 minutes, c'est assez peu. Ensuite, vous avez le TTL de la page d'accueil par défaut. Donc là, par exemple, ça va être la page d'accueil, on parle de back-office, il me semble. Le flux XLL et le durée de vie de reste, là, encore une fois, tout va dépendre de comment vous gérez votre flux et votre API REST. Mais vous pouvez changer ici suivant ce que vous avez besoin en termes de temps de mise en cache. Purger, donc ça c'est un terme qui est important à comprendre. Tout simplement, ça permettra de vider le cache lorsqu'il y a une mise à jour de quelque chose, lorsque vous souhaitez mettre à jour les modifications que vous avez faites, par exemple du style.css. Ici, par défaut, c'est actif, c'est-à-dire que lorsqu'il y a une mise à jour, voilà, d'une extension, du thème ou du cœur de WordPress, c'est ce qu'ils vous disent ici, automatiquement c'est purgé. Donc en fait, les modifications vont apparaître pour les clients ou les utilisateurs. Si vous faites inactif, ça veut dire que lorsque vous allez mettre à jour un thème, un plugin, WordPress, etc. ou quelque chose dans votre thème, ça ne va pas se voir tout de suite. Il faudra purger et pour ça, vous pouvez aller en haut ici et faire tout purger ou juste purger suivant ce que vous voulez. Par exemple, juste le CSS, juste LS Cache, juste d'autres choses, etc.
Voilà. Ensuite, vous pouvez sélectionner sur quel type de page. Donc, vous avez des règles de purge automatique pour les publications. Par exemple, si vous créez un article, vous le publiez. Quelles sont du coup les pages de back-office qui vont être mises en cache ou non. Ça peut être utile puisque si vous avez 10 000 articles sur votre site WordPress, plutôt que de tout à chaque fois recharger, il va recharger uniquement ce qui a changé. Donc ça, c'est quand même très utile, bien à comprendre que c'est bien sur la partie back-office. Voilà. Ensuite, vous avez pareil, vous pouvez purger des URL spécifiques sur votre site, des heures de purge, donc un peu comme une tâche cron finalement. Et vous pouvez même purger des crochets, donc ça on l'a déjà vu dans une autre vidéo également, notamment avec fonction.php. Là, vous pouvez purger certaines fonctions de votre thème WordPress par défaut en back-office. Exclure, donc là, vous pouvez mettre des URL pour exclure tout simplement des mises en cache. Pas besoin de passer du temps là-dessus. Le ESI Edge Side Include, donc là ça permet tout simplement de, encore une fois, gérer la mise en cache qu'on envoie aux personnes qui sont connectées. Donc là, à vous de voir si vous voulez changer quelque chose ou non. Moi je vous déconseille de changer ça. Par exemple, vous avez la mise en cache de la barre d'administration. Donc là, à vous de voir, suivant si vous voulez ou non la mettre en cache ou non. Moi je la laisse par défaut en active. Ensuite, vous avez la partie objet. Donc là, ça peut être intéressant de mettre votre hébergeur, à savoir par exemple, si vous êtes sur Hostinger. Vous mettez votre connexion ici. Et en fait, ici, il va chercher automatiquement sur WP Admin la mise en cache qui aura été configurée par rapport à Hostinger. Le navigateur, donc là, c'est le cache navigateur tout simplement. Je vous déconseille de l'activer en tout cas tant que vous faites des modifications sur votre site web, puisque sinon vous allez avoir des problèmes de rendu. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire, on va dire, du développement sur votre site web, ça ne se verra pas. Même vous ne le verrez pas si ça c'est activé. Donc désactivez-le quand vous faites du développement et activez-le quand vous êtes sûr que vous ne touchez à plus rien. Avancez, là on parle de cookies. Spécifiquement, on n'a pas besoin de passer du temps là-dessus. Les CDN, et c'est là où par contre il y a quand même une petite chose à savoir puisque c'est souvent très vague. Et d'ailleurs, si vous voulez une vidéo spécifique au CDN, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Je la ferai. Je vous ai parlé avant de CDN Quick Cloud. Donc par défaut, il est actif. Vous pouvez l'inactiver ici. J'enregistre. Voilà. Et du coup, j'ai rien ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un CDN? Un CDN, c'est tout simplement, on va dire, un hébergement cloud qui va vous permettre de stocker les images, le CSS et le JavaScript sur un autre type d'hébergement que votre hébergement standard, un peu comme une URL sur le cloud justement, donc c'est un nom d'hôte et qui du coup va vous permettre de charger les images, les CSS et les tout ce qui est JavaScript plus rapidement qu'un hébergement standard, puisqu'en fait c'est beaucoup plus rapide les CDN que les hébergements standards. Vous pouvez ici choisir d'inclure les images, le CSS et le JavaScript. Par défaut, je vous conseille de tout laisser actif. Et ensuite, les types de fichiers. S'il y en a que vous ne voulez pas passer par CDN, vous avez juste à les retirer et ça fonctionne. Vous voyez qu'ici, par exemple, ici, on a aussi une petite partie TTF, WAF, etc. Donc pour les fontes, ça peut être très utile, notamment lorsque vous utilisez des Google Fonts que vous avez importés sur vos projets. Ça peut être utile. Par défaut, si vous utilisez par exemple Hostinger, vous allez avoir la possibilité d'avoir un CDN. Donc là, par exemple, si votre URL, moi c'est métier-pour-tous.fr, donc il n'y a rien dessus, hein, vous pouvez aller si jamais. Là, par défaut, le CDN sera cdn.métier-pour-tous.fr. Vous pouvez le configurer directement sur votre back-office Hostinger. Donc là, vous voyez que par exemple sur un hébergement premium, là c'était sur un hébergement premium que j'avais, je pourrais l'activer en mettant à jour mon plan. Et du coup, derrière, je pourrais modifier tout ce que je veux avec mon CDN, en sachant que le CDN permet d'augmenter la vitesse de chargement de son site, puisqu'on a l'amélioration de la vitesse du site jusqu'à 40% avec les CDN Hostinger, l'optimisation des images quoi qu'il arrive, et la sécurité qui est renforcée sur le CDN. Donc ça c'est très important. Vous copiez-collez ensuite votre URL de CDN ici, vous enregistrez les modifications, et du coup, votre CDN sera actif et fonctionnel, ce qui vous permettra de gagner en temps de chargement sur tout votre site web. Ensuite, ici, vous pouvez généralement choisir également quels sont les répertoires qui vont être redirigés vers les CDN. En général, on met Include et Content, tout simplement puisque Content contient tout ce qui est fichier de style, JavaScript, etc. et Include également. Vous avez un peu de tout, mais il va de toute façon uniquement se fier à ce que vous mettez là. Par exemple, si vous avez des fichiers .php, ce qui arrive dans le Include, ils ne seront pas compris vers le CDN si vous ne les avez pas mis là-dedans. Et ensuite, vous pouvez mettre d'ailleurs ici l'API Cloudflare si vous voulez protéger encore plus votre CDN, sachant qu'avec Hostinger, c'est fait par défaut. Voilà. Vous pouvez ici configurer votre CDN Quick Cloud. Là, si vous utilisez le CDN Hostinger, pas besoin. Et dans Gérer ici, vous pouvez activer ou désactiver Cloudflare en mode développement ou non, à vous de voir. Très important ici, l'optimisation des images. Pour l'instant, je n'ai pas d'image, donc j'ai pour l'instant pas la possibilité d'envoyer une requête d'optimisation. Une requête d'optimisation, elle va faire quoi?
Tout simplement, elle va venir compresser tous mes médias, changer le format, c'est-à-dire que lorsqu'il va pouvoir la mettre en WebP, il va me les mettre en WebP, puisque c'est les derniers formats du standard du web. Donc par exemple, au lieu d'avoir un PNG qui va vous coûter 500 kg, vous allez avoir un WebP qui va en coûter que 100, admettons. Ici, lorsque vous aurez des médias, vous pourrez envoyer des requêtes d'optimisation et du coup derrière récupérer les images au format WebP. Ici maintenant, réglage d'automatisation des images. Par exemple, ici, ça, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas ce que c'est. J'ai déjà fait une vidéo sur les tâches cron. C'est tout simplement que si vous avez, entre guillemets, la flemme de faire vous-même manuellement des requêtes d'optimisation d'image, vous pouvez activer la tâche cron, ce qui va automatiquement optimiser les images à chaque fois à une certaine heure ou une certaine date que vous aurez fixée. Donc, fait directement par la tâche cron, plutôt que ce soit manuel. À vous de voir. Cron de traction automatique. Donc ça, par contre, comme dit, c'est lié avec Quick Cloud. Donc, par défaut, c'est actif, mais ça ne va rien vous changer concrètement. Voilà. Ici, c'est plutôt ce que vous allez sauvegarder vos images. En fait, ça va avoir un impact suivant si vous laissez actif ou inactif. Est-ce que vous gardez l'image originale de base ou est-ce que vous gardez uniquement celle qui est optimisée? Voilà, vous pouvez choisir l'optimisation sans perte. Par défaut, c'est inactif. Moi, je vous conseille quand même de faire actif si vous avez des gros médias. Par contre, c'est-à-dire qui demandent de la qualité, par exemple, je ne sais pas si vous êtes photographe et que vous voulez mettre vos photos avec de bonne qualité sans avoir des trop gros poids, je vous conseille de mettre du coup actif. Par contre, si vous n'avez pas de médias de qualité obligatoire, on va dire, que vous avez du vectoriel ou des choses comme ça, n'hésitez pas à laisser inactif puisque de toute façon, ça ne se verra pas. Lorsqu'elles sont compressées, c'est vraiment quelque chose de minime. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire remplacement d'image WebP. Donc là, vous pouvez demander les versions WebP des images originales lors de l'optimisation. Et ça, comme ils le disent très bien, bon là c'est encore une modification htaccess, mais c'est très simple. Ça va vous permettre d'optimiser tous vos images qui sont déjà en .jpeg, .png, les passer en WebP. Donc là, vous avez juste à activer tout ça, etc. Et tout fonctionnera automatiquement. Optimisation de page, là vous avez les standards. Si vous avez déjà parlé un peu de cache avec une personne, vous avez automatiquement entendu parler de minification de CSS ou de combinaison de CSS. Par exemple, ici cette option-là vous permet de minimiser les fichiers CSS et de tout mettre en une ligne. Enfin, c'est ce qui est dit. En tout cas, c'est-à-dire si vous avez, admettons, 1500 lignes de CSS, au final, vous n'en aurez plus qu'une seule qui contient tout à la suite. Combiner CSS, c'est autre chose. Ça va tout simplement prendre tous vos fichiers CSS et les combiner dans un seul fichier CSS et suivant si vous avez minifié ou non, le minifier. Donc ça vous permet, si vous voulez, d'avoir beaucoup moins de lignes de code et beaucoup moins d'appels. Au lieu d'avoir 3, 4, 5, 6 requêtes pour votre CSS, vous n'en aurez qu'une qui du coup sera, vu qu'elle est minifiée, assez courte, assez rapide on va dire à s'exécuter. Ici, je passe un peu les détails parce que c'est assez complexe à comprendre, mais là, on va pouvoir également choisir de charger le CSS de manière asynchrone. Par exemple, si vous avez du CSS qui n'est pas nécessaire au chargement de page, vous pouvez demander de le faire en différé, c'est ce qu'on appelle de manière asynchrone, et du coup, ça vous permettra d'avoir le CSS qui se fait juste après le rendu. Vous pouvez combiner les CSS externes et en ligne, donc ça veut dire que par exemple, si vous avez du CSS qui vient d'un autre site, par exemple sur des librairies, et votre CSS à vous qui vient de votre site web, vous pouvez les combiner dans un seul fichier qui est rendu, ensuite pré-rendu par Lightspeed Cache, ce qui vous permet de ne pas avoir 1000 requêtes à chaque fois. Et vous pouvez évidemment, je vais passer tout le reste, le reste c'est assez simple, faire de l'optimisation de l'affichage des polices. Par exemple, ici, si vous faites définir ceci pour ajouter font display à toutes les règles font face, bah, du coup en fait ici, ça va vous permettre d'accélérer le chargement de page, le chargement de vos polices directement dans votre CSS. Parce que ça va mettre en cache le CSS pour spécifier comment les polices elles doivent être affichées lors du téléchargement. Donc très utile si vous utilisez des Google Fonts par exemple. JavaScript, grosso modo exactement pareil que ce que je viens d'expliquer avec CSS. HTML, là ça va être par exemple minifier l'HTML, même chose que pour le CSS. Là vous pouvez faire des configurations DNS, mais je ne vous conseille pas forcément de toucher à tout ça. Et par contre ici vous pouvez retirer des polices, retirer des emojis, retirer des balises NoScript. À vous de voir suivant si vous avez besoin de tout ça ou non. Vous pouvez également, si vous utilisez Google Fonts, les appeler de manière asynchrone pour améliorer la vitesse du téléchargement de vos pages. Les réglages des médias, pareil pour la mise en avant de vos médias. Là, ça va d'abord précharger les médias au clic par exemple et ensuite les afficher. Donc là, par exemple, sur les tout ce qui est préchargement, en général, c'est lorsque vous allez par exemple passer la souris sur un lien et que sur la page qui est ciblée par ce lien, il y a des images. Ces images vont être préchargées du coup dans le cache, ce qui va permettre lorsque l'utilisateur va cliquer sur le lien d'avoir déjà le chargement de la page qui est fait. Le VPI, pareil, on ne va pas en parler dans cette vidéo. Les médias exclus. Donc là, tout ça va
si par exemple vous utilisez du lazy load, ce qui est possible du coup également avec Lightspeed, vous allez pouvoir derrière exclure des images du lazy load. Ça peut être intéressant notamment lorsque vous avez des besoins d'images dès le départ, voilà, qui sont importantes. Vous pouvez utiliser cette page là de configuration. Là pareil, c'est pas l'objet de la vidéo. Tout ce qui est localisation, personnalisation et personnalisation CSS, tout ça, ça rejoint un peu tout ce qu'on a déjà vu, donc je ne vais pas passer dessus. Base de données, là, ça peut être très important par contre. Vous avez la possibilité de nettoyer toute votre base. Donc en fait, le nettoyage concerne tout ce qu'il y a ici. C'est-à-dire que vous avez la révision d'articles. Il faut savoir que lorsque vous faites des modifications sur un article, chaque modification que vous mettez à jour en fait avec votre WordPress est enregistrée. Ce qui pèse dans la base de données, ce qui du coup ralentit, même si ça paraît minime, les requêtes vers votre base de données, puisqu'à un moment donné, lorsque vous allez avoir trop de révisions par exemple dans vos posts, la base de données aura plus de temps à mettre pour vous rendre du coup ce que vous cherchez. Donc c'est pour ça qu'ici vous pouvez nettoyer les révisions d'articles. Tout le reste c'est un peu la même chose. Tous les articles qui ont été mis à la corbeille, tous les transients, tous les transients expirés, les rétroliens, etc., etc. En gros, moi je vous conseille de tout faire. Dès que vous êtes sûr que les articles que vous avez par exemple sont ceux que vous voulez. Voilà, ici il vous dit un peu tout ce qui se trouve dans chaque chose, qu'est-ce qui pèse, etc. Lourd et pas lourd. Donc ça vous permet de tout savoir si vous faites tout nettoyer. Vous cliquez dessus et normalement assez rapidement, voilà, c'est fait. Là, il a tout nettoyé quasiment, juste ça, on va refaire. Voilà, donc là, peut-être qu'il ne peut pas le faire tout de suite. Donc vous faites ce que vous pouvez, on va dire. Hein. Le reste, ce sera toujours mieux que ce que vous ne ferez pas. Ici, vous pouvez ajouter également un nombre maximum de révisions. Très intéressant cette option, elle paraît toute petite mais très intéressante parce que comme je l'ai dit, les révisions surchargent votre base de données et du coup le temps de chargement. Donc là, si vous voulez par exemple minifier le temps de révision, le nombre maximum de révisions, je vous conseille par exemple de mettre 5, ce qui pour moi ça paraît cohérent puisque si vous faites 5 modifications sur un article, théoriquement c'est que la 6e n'était pas nécessaire. Voilà. L'âge maximal des révisions, là vous pouvez définir qu'à un moment donné, lorsque la révision du coup elle a été conservée plus de X jours, vous pouvez automatiquement la supprimer de la base de données. Très intéressant également. Après vous avez la partie crawler, donc là on est plus axé tout ce qui est crawler de Lightspeed, hein, c'est-à-dire que Lightspeed va venir à chaque fois crawler tout votre plan de site pour venir gérer et supprimer tout ce qui est pas nécessaire, etc. et qui bloquerait l'indexation, des choses comme ça, et les pages qui sont déjà mises en cache, etc. Pas forcément utile pour cette vidéo. Et ici, vous avez la boîte à outils qui vous permet d'aller assez rapidement sur tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Vous pouvez purger les 404, les 500, purger tout ce que vous voulez. En fait, c'est tout ce qui se trouve ici, grosso modo, sauf ces 2-3 là. Voilà. Et donc là, vous avez un 360 de l'outil Lightspeed. Donc ici, vous voyez que vous avez plein de choses. Vous avez même l'HT Access que vous pouvez du coup voir juste ici sans pouvoir le modifier directement par là. Hein. Il va falloir passer directement par votre gestionnaire de fichiers pour ça. Et ensuite, vous avez plein de choses qu'on a vues et qu'on n'a pas encore vues dans les détails suivant ce que j'estimais être important ou non de ce plugin. Si vous avez des questions plus poussées sur ce plugin, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai le plus rapidement possible. Dans le mesure du possible évidemment. Ce qui moi m'importait aujourd'hui, c'était de vous présenter vraiment ce plugin Lightspeed puisque c'est actuellement le meilleur en termes de cache. Sachez que je n'ai aucune rémunération pour vous parler de Lightspeed. Hein. Lightspeed c'est tout simplement un outil indépendant, donc il n'y a aucun souci avec ça. Mais du coup Lightspeed est vraiment le meilleur et vous permet de faire tout ce que vous voulez avec le cache et les CDN sur vos images, votre CSS, votre JavaScript et même votre code HTML. Donc vraiment, si je peux vous conseiller de le mettre, mettez-le. Ça vous fera gagner un temps de chargement énorme. Moi, je l'utilise sur tous mes sites et du coup, que ce soit sur le PageSpeed comme l'expérience utilisateur, c'est un gros plus pour mes sites web. Donc, je vous conseille fortement de l'installer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, à laisser un commentaire, ça soutient la chaîne, à vous abonner à la chaîne parce que je vois qu'on est de plus en plus nombreux. On vient de passer la barre des 4000 abonnés. D'ailleurs, je vous en remercie du fond du cœur. Je ferai bientôt des nouvelles vidéos sous un nouveau format. J'espère que ça vous plaira. Où vous me verrez certainement. Comme ça, il y aura un peu plus d'interaction, je pense. Et on pourra parler directement ensemble. Donc voilà. Si cette vidéo vous a plu, encore une fois, je vous invite à la partager et vous passez par le lien dans la description si vous voulez toutes les réductions Hostinger. Évidemment, ça ne vous engage en rien. Donc, c'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. On se dit ciao tout le monde.